Qu'est-ce que le légitimisme? Qu'est-ce que le légitimisme? Le légitimisme repose sur un principe extrêmement simple, un ordre successoral indépendant des chocs et des pressions des intérêts personnels et des débats d'idées. Hétérogène aux idéologies, il ne peut, sans se renier, s'en adultérer. Les fusions de type orléaniste prétendant réconcilier le principe légitimiste avec celui qui lui est diamétralement contraire, de la souveraineté populaire, et accessoirement marier l'idéal et le lucre, sont l'exemple le plus absurde et le plus choquant de ces mésalliances conjoncturelles. Le compromis nationaliste n'a pas plus de consistance ou de logique, non plus que l'intégration à une droite d'intérêt, invétérée dans ses sécheresses et dans ses refus. La rédaction. Jean-Louis Maral, encore quelques réflexions sur le légitimisme, la légitimité, numéro spécial, décembre 1980, page 911. Les titres ont été rajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne. Grand 1. Le légitimisme, un concept pérenne. 1.1 Mode éphémère. Bonapartiste et orléaniste. Pérennité légitimiste. Les impérialistes, au jugement de Chateaubriand, n'avaient en point l'apparence de jeunesse qu'ils souhaitaient se donner. Ils ne sont pas antiques comme les légitimistes. Ils ne sont que vieillis comme une mode passée. Ils ont l'air de divinités de l'opéra descendues de leur char de carton doré. Le bonapartisme, né d'une péripétie de l'histoire, l'orléanisme, fruit d'un compromis circonstanciel, ne saurait en effet prétendre à quelque pérennité, si ce n'est comme dénominateur de tendances politiques, les définissant à quelque degré, démocratie consulaire, conservatisme libéral et hybride des habiles. Nul ne s'en réclamerait sérieusement, fût-ce de manière symbolique. Le terme légitimiste jouit d'une meilleure fortune et même d'un regain de faveur, pour ne rien dire de la référence si fréquente à la notion de légitimité politique. Ainsi parle-t-on couramment de légitimisme, à l'heure actuelle, pour désigner l'attitude des gaullistes purs, de prétention du moins. 1.2 Ce que recouvre le concept de légitimisme. Le concept de légitimisme s'identifie en effet, lors même qu'on ne le creuse guère et qu'on n'en envisage aucunement les exigences signifiantes, à l'idée plus ou moins consciente d'une fidélité, d'une rectitude, d'une permanence nécessaire. Perçu comme un archétype antique, en effet, voire mythologique, il atteste par sa persistance l'importance du jalon historique qui malgré tout le concrétise et l'incarne et prend plus de valeur par ce qu'il attire à lui d'implicite que de délibéré. 1.3 Genèse naturelle du légitimisme dynastique. Le légitimisme spécifié, dynastique, ne ressortit pas au reste d'un codex politico-doctrinal, d'une somme dogmatique, en quoi il diffère de nature avec les partis politiques classiques, positivistes d'esprit et totalitaires de finalité. Le légitimisme, reposant sur un principe extrêmement simple, savoir un ordre successoral indépendant des chocs et des pressions des intérêts personnels et des débats d'idées, est au contraire antipolitique, en quelque sorte, comme il est antidoctrinaire. 1.4 Le légitimisme s'oppose aux idéologies, nécessairement artificielles. L'idéologie, ciment artificiel des mouvements politiques contemporains, lui est foncièrement étrangère. À cet égard, les réactions de rejet que l'on observe actuellement envers la logomachie politicienne, l'aspiration, exprimée de façon floue et le plus souvent incohérente, à ce qu'on pourrait appeler, usant des vagues termes en vogue, une sorte d'écologie ou de dépollution ou de retour aux sources en tout domaine, y compris le domaine politique, convergent, quelque paradoxal qu'en soient les émergences et les manifestations, avec les préoccupations du légitimisme le mieux informé. Refuser la politique, l'intoxication et la sclérose intellectuelle créée par le déversement des propagandes, c'est, qu'on le veuille ou non, refuser les mœurs démocratiques, c'est souhaiter de renouer avec un exercice plus naturel du pouvoir. 1.5 Un gouvernement royal, générateur d'harmonie sociale. Or, quoi de plus naturel en fait de pouvoir que le gouvernement royal générateur? D'harmonie juridique, lui seul est garant d'une loi supérieure à lui, et non pas producteur et produit d'un simple légalisme, d'un positivisme juridique. D'harmonie sociale, lui seul, n'étant pas l'expression d'un groupe ou d'une classe, peut assurer l'ordre, visé ici au sens platonicien et le plus harmonique. En une société d'ordre,
justement, et non en une société de classe. Lui seul, d'essence spirituelle et sacrale, peut épargner les déchéances dénaturantes dans lesquelles sombrent les sociétés bâties à hauteur d'homme, sociétés individualistes ou sociétés collectivistes, la différence n'étant que de degré entre celle-ci et celle. Là, de toute façon désordonnée et massifiée, d'ailleurs honnie de presque tous, et néanmoins subie par tous. Non socialiste, dans la mesure où ce terme imprécis, fourre-tout, implique cependant, au bout du compte, la prééminence d'un État distributeur et souverain en tout domaine, le légitimisme, traditionnellement, est social comme il est religieux et désintéressé. Il exige non l'esclavage nouveau dont s'alimente la statolatrie contemporaine, socialiste, fasciste ou simplement libérale, mais l'équité, la justice distributive. 1.6. Un légitimisme insoluble aux idéologies. Hétérogène aux idéologies, il ne peut, sans se renier, s'en adultérer, Les fusions de type orléaniste, prétendant réconcilier le principe légitimiste avec celui qui lui est diamétralement contraire, de la souveraineté populaire, et accessoirement marier l'idéal et le lucre, sont l'exemple le plus absurde et le plus choquant de ces mésalliances conjoncturelles. Le compromis nationaliste n'a pas plus de consistance ou de logique, non plus que l'intégration à une droite d'intérêt, invétérée dans ses sécheresses et dans ses refus. Grand 2. Être légitimiste aujourd'hui. 2.1. Ni compromission, ni providentialisme. être légitimiste consiste À se démarquer résolument, absolument, de toutes les constellations politiques, comme de tous les partis, à ne participer en aucune manière aux instances démocratiques, tactique dont le seul effet serait de servir des idéaux exactement opposés aux nôtres, à nous garder enfin de la tentation du quiétisme, du dérapage mystique, de l'hypocrite alibi du désespoir, de l'impuissance ou de la lâcheté. 2.2. La mission actuelle du légitimiste. nous ne sommes conservateurs que comme dépositaires d'un héritage historique. Nous ne sommes pas des passéistes, fanatiques naïfs d'une époque assurément révolue et certainement imparfaite. Monseigneur le duc d'Anjou rappelle opportunément cette évidence. Une royauté contemporaine traditionnelle pourrait revêtir bien des visages différents, du moins ne peut-on préjuger d'aucun, assumer des structures sociales variées, fût-ce à ne pas se trahir en son principe. Il ne nous appartient pas de construire, dans l'abstrait, des cités imaginaires, comme le firent les utopistes révolutionnaires et socialistes, romantiques ancêtres des totalitarismes modernes, mais d'essayer de sauvegarder l'essentiel à la mesure de nos moyens. Nous savons bien notre entreprise déconnectée par rapport au cours présent des événements, sans prise directe sur ceux-ci. Nous œuvrons dans l'intemporel, mais c'est au fond notre force de préserver l'avenir en étant les gardiens de raison et de foi, de ce qui ne meurt point. Grand 3. Note sur un patrimoine artistique, témoin d'une grande civilisation. 3.1. L'art est le reflet d'une société. Le seul aspect d'un ensemble architectural antérieur à la Révolution témoigne éloquemment, par sa diversité et par son harmonie, de la diversité et de l'harmonie propres à la société qui la produit. L'art est le reflet même de la société, et l'on pourrait risquer à ce propos un essai sur le thème esthétisme et légitimisme. Depuis 1789, la société républicaine et bourgeoise atomise l'art et projette sur la création artistique son attrait pour la camelote, pour reprendre à peu près l'expression de Liszt. Le légitimisme recherche, si l'on veut, une éthique hors de la mode et des connivences aux caprices des foules. Et il en résulte que l'esthétique corrélative à cette éthique, à l'inverse de l'esthétique de Camelot, demande à l'artiste d'être mieux qu'un plagiaire du passé ou un serviteur de la mode dont la puissance, disait Wagner, est celle de l'habitude, communisme de l'égoïsme. Notre société est éprise de distractions, d'artifices, guerre d'unité artistique. Il en résulte une impuissance, une infécondité de l'art, imputable au public et aux artistes eux-mêmes, réduit, dans les cas limites, à un art d'imitation simien ou à une fausse création due à l'incurie comme aux dérobades d'un art de pointe, au vrai minusculaire et mesquin. 3.2. Retrouver un art vivant. Aujourd'hui, la création ne peut se révéler qu'en rupture avec les conformismes dominants.
La production artistique est coupée de la vie quotidienne quand leur osmose est nécessaire à l'une et à l'autre. Pour que l'attente d'un art véritable l'emporte sur les besoins d'un public artificiel et de l'intelligentsia, il faut plus que des tentatives isolées, car l'œuvre ne naît pas accidentellement, mais en accord et en écho avec la vie sociale elle-même, avec l'organisation de la société. Cette vitalité de l'art, cette dimension sociale, humaine qu'il recèle, transparaît dans l'unité qui existait à l'époque royale entre ces divers aspects, coopérant de conserve à rendre intelligibles au peuple les fins les plus élevées. Auprès de quoi l'art républicain n'est que passe-temps d'amateurs réservé à la bourgeoisie. 3.3 À l'école de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime nous offre l'exemple d'un art accordé à une société elle-même ordonnée et harmonieuse, que symbolisent assez bien ces ballets auxquels participaient à Versailles Louis XIV et sa cour. Les seuls professionnels étant les maîtres de ballet, mais les danseurs professionnels de maintenant envieraient la finesse de style des danseurs amateurs d'alors, et le public du XVIIe ou du XVIIIe siècle, par la sûreté de son goût et le raffinement de sa sensibilité, participe de manière déterminante au développement des arts. La noblesse les protège et favorise les innovations les plus heureuses et les plus audacieuses, d'artistes s'assimilant les traditions sans y chercher refuge, acceptant et dépassant les legs hérités du passé. Ainsi ne peut-on faire de la poésie ou de la musique sans faire de politique, au sens noble du terme, car la politique qui submerge notre temps de politiciens y noie l'art, avec toutes les pulsations naturelles et tous les rythmes, tandis que le cadre monarchique en était l'élément, comme ces forêts dont parle Pope. Tes forêts, Windsor, et tes verdoyantes retraites sont à la fois le siège du monarque et des muses. Il faut être légitimiste, sans doute, pour oser semblable citation dans une note, entre autres hardiesse esthétique. Si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.